La magie existe, mais elle n'est pas celle des contes. Elle est science, croyance, volonté et prière. Dans Mage l'Ascension, la magie, avec un Y, permet de remodeler la réalité, de la contrôler, de la plier à votre bon vouloir et à faire ce que vous souhaitez d'elle. Mais, à trop vouloir la plier à votre volonté, à trop vouloir la remodeler, un prix est à payer. Bienvenue à tous dans cette seconde vidéo sur Mage l'Ascension qui traitera ici de la magie, c'est Cargogax, et aujourd'hui, allons approfondir ce sujet. La magie, dans Mage l'Ascension, n'est pas juste un lot d'incantations et de rituels divers et variés que vous pouvez exécuter. C'est le symbole, l'étincelle de l'éveil d'un mage, ce qui lui permet de percevoir la réalité et ainsi de la plier à sa volonté. C'est ce moment où le mage prend conscience que la réalité est malléable. C'est ainsi que le mage développe ce que l'on nomme un avatar. Et c'est cet avatar qui donne au mage la possibilité d'utiliser ses dons et pouvoirs. C'est quelque chose qu'il a déjà de base enfoui en lui, qui, d'une façon ou d'une autre, offre cette chance de s'éveiller en lui. Il en existe de différents types, mais quoi qu'il en soit, on peut les définir comme étant des fragments du divin, ou même tout simplement des fragments de pouvoir permettant de manipuler la réalité. Tout repose sur un principe fondamental. La réalité n'est pas ce qu'elle est, elle est consensuelle. C'est-à-dire que la réalité fonctionne ainsi parce que la majorité des gens qui l'habitent le pensent ainsi. C'est ce que l'on nomme le consensus. Un départ de feu aura toujours une raison. Une pomme trop lourde à une branche d'un arbre finira toujours par tomber. Et se casser une jambe prendra toujours plusieurs mois pour être guéri. Mais les mages, eux, voient au-delà de cela, et ils sont capables de redéfinir la réalité en se servant des sphères. Et ces domaines permettent de manipuler la réalité et de la plier à leur bon vouloir jusqu'à parfois même la briser. Un feu apparaîtra parce que je le souhaite et y crois, une pomme flottera parce que je le souhaite et y crois, et une jambe cassée se soignera instantanément parce que je le souhaite et y crois. Mais tout cela, tout ce concept-là de juste y croire et pouvoir l'exécuter, comment ça marche ? Comme vu dans la vidéo précédente, il y a 9 sphères. Ces sphères permettent de plier la réalité et de la manipuler selon les domaines que la sphère touche. De fait, chacune représente des aspects fondamentaux de l'univers, et en maîtriser une permet de plier tous ces aspects. C'est ainsi qu'un mage peut plier le monde avec sa magie. La sphère de la force permet de plier les énergies et de les contrôler, que ce soit la chaleur, la lumière, la gravité, tous ces éléments-là, et un mage expert sera capable de générer des explosions, contrôler la foudre, manipuler l'électricité, de redéfinir la gravité pour que la pression de celle-ci écrase les individus présents. C'est aussi générer des champs magnétiques pour pouvoir peut-être esquiver, voire bloquer des balles en plein air. Autant d'éléments qui sont spectaculaires, mais aussi très dangereux. La matière qui gouverne tout ce qui est inerte en état liquide, solide, parfois même gazeux quand on approfondit assez ses connaissances. Cela peut permettre de transformer le plomb en or, remodeler et contrôler le mur de béton et le refaçonner, ou même rendre certains objets incassables. C'est avec cette sphère que c'est particulièrement utile pour un mage de pouvoir créer des objets ou les manipuler et ainsi s'approcher des domaines qui peuvent toucher même à l'alchimie ou à d'autres éléments de Stakabila. La sphère de la vie, elle, s'applique donc à tous les êtres vivants. Elle permet de manipuler les éléments de la vie organiques uniquement, donc humains, plantes
animaux, et à un certain degré, c'est aussi possible d'aller manipuler la vie microbienne. C'est avec celle-ci que l'on peut se soigner ou faire des mutations à un certain degré tellement poussé que des mages spécialisés dans la sphère de la vie et ayant un niveau assez élevé sont capables de changer de forme totalement. La sphère de l'esprit, elle, est le pont avec le monde spirituel. Cela permet de rentrer en contact avec des esprits, des fantômes et toutes les entités qui sont au-delà de l'Umbra, ou même tout simplement à cette frontière qui est entre les deux. C'est avec elles que donc ils peuvent communier avec d'autres entités, exorciser certaines d'entre elles, voire même en avoir qui leur obéissent, les servent ou utiliser leur énergie à bon ou mauvais escient. Elle est indispensable pour tout mage qui cherche à naviguer entre le physique et le spirituel. L'entropie est la sphère du chaos, du destin et des probabilités. Elle permet la dégradation de la matière ou de la chance. Elle est là pour créer des situations qui sont très propices lorsqu'on veut approcher la magie coïncidentale. C'est elle qui va permettre donc de plier toutes les probabilités pour que cela tourne à votre faveur. Une partie de poker sera toujours à même d'être gagnée par vous, du fait que vous manipulerez la réalité pour faire en sorte de toujours avoir les bonnes cartes, par exemple. Mais dans des cas un peu plus drastiques, c'est faire en sorte que, accidentellement, une personne glisse dans l'escalier et se brise le crâne en contrepas. La sphère du temps touche à la chronologie. C'est donc en effet être capable de manipuler celui-ci en ralentissant ou accélérant le temps, pouvoir voir des visions du passé et du futur dans certains lieux clés où des événements importants ont pu se passer, ou liés à votre personnage ou non. C'est aussi la capacité de voyager dans le temps à partir d'un certain degré. C'est une sphère très dangereuse et très rare parmi les mages, mais qui a son lot d'avantages pour ceux sachant le maîtriser à la perfection, mais comme toutes les sphères, à très haut niveau, elle devient très vite dangereuse. C'est ainsi que se confronter à un mage du temps est quelque peu difficile quand celui-ci est capable de prédire pratiquement tous vos mouvements et vos faits et gestes. La sphère de la psyché, c'est celle qui permet de manipuler les émotions, les souvenirs, tous les éléments qui sont internes à l'individu. Cela lui permet de voir des choses qui ne sont pas censées exister, exacerber certaines émotions ou les apaiser. Cela permet d'altérer les souvenirs d'une personne ou de la plier à votre volonté, d'être capable de contrôler intégralement ce qui définit une personne en allant jouer avec ce qu'il y a dans sa tête. On fait une sphère très dangereuse et très puissante pour des personnes souhaitant manipuler autour d'eux, ou tout simplement des personnes très empathiques, souhaitant prendre soin d'autrui et apaiser leurs émotions. Mais quoi qu'il en soit, à un certain niveau, vous êtes capable de manipuler les masses et de faire ce que vous souhaitez des autres. Et le prime, c'est la magie à l'état brut, c'est la manipulation de la quintessence, qui est cette énergie essentielle dans Mage pour pouvoir utiliser la magie. C'est être capable de l'extraire d'artefacts et d'objets divers et variés, c'est être capable de l'imbiber dans d'autres objets, de réduire les effets du paradoxe que vous pourriez avoir contre vous en utilisant la dite quintessence. Sans prime, la magie reste théorique, avec celui-ci, elle devient réalité. La quintessence est l'énergie brute qui fait que la réalité fonctionne. Chaque élément de celle-ci est teinté de la quintessence, à des endroits plus fortement que d'autres, mais faisant que celle-ci arrive à fonctionner, arrive à être en place, et crée ce réseau solide permettant que le monde et la réalité fonctionnent. Elle définit la réalité, et dans chaque élément qui ont été là lors de la création même de l'univers, elle est dans ses fibres, que ce soit à travers chaque fibre du temps, vers chaque fibre de la matière, en des degrés divers et variés, et capable d'être manipulée et absorbée. Dans Mage d'Ascension, la quintessence a 3 rôles essentiels. Elle permet donc d'accumuler de la quintessence pour pouvoir réduire les effets du paradoxe contre soi-même. Elle est une source d'énergie magique pure, permettant d'utiliser la magie de façon beaucoup plus drastique et beaucoup plus puissante, en faisant appel à ses effets les plus importants et massifs. Elle permet de recharger
et d'alimenter certains artefacts et objets que l'on pourra nommer des talismans par exemple. Et bien évidemment, lorsqu'un mage maîtrise la sphère du Prime, elle est essentielle pour pouvoir être utilisée pour alimenter ses autres sphères ou approfondir sa connaissance et ses capacités liées à la sphère du Prime. La quintessence est trouvable directement à l'état le plus pur, le plus brut ou le plus aisément dans ce que l'on appelle des nœuds. C'est des lieux où les courants d'énergie de la réalité s'entremêlent et font que la quintessence ne se véhicule pas parfaitement, que ce soit parce que c'est un lieu de pouvoir important, ou tout simplement un lieu où des événements ont pu avoir lieu qui ont fait que la réalité et les sources magiques faisant que la quintessence véhicule à travers le monde ont fini par s'agglomérer. Cela peut être, par exemple, un cairn, techniquement pour des loups-garous, cela peut être un lieu ancien où des batailles épiques ont pu avoir lieu contre diverses entités, ou tout simplement, et étrangement, un petit hall de supermarché qui semble avoir eu quelques phénomènes paranormaux récemment. Mais elle se trouve aussi parfois dans des objets qui s'empruntent et absorbent cette énergie et sont donc capables d'être prélevés par des mages qui manipulent le Prime ou non via d'autres procédés. Cela s'appelle des tasses. Ce sont donc ces objets qui sont empreints de cette énergie et qui sont donc capables d'être manipulés physiquement, transportés, et techniquement plus accessibles que d'aller directement à un nœud si la zone d'influence où il s'en trouve une est peut-être contrôlée par une force ennemie. Mais quoi qu'il en soit, chaque tradition et chaque groupe de mages a sa façon de la manipuler, de la raffiner, de l'envisionner. C'est une vision plus ou moins globale du sujet. Mais tout cela mène alors à une autre question. On parle beaucoup de conséquences et on a mentionné le paradoxe. Mais qu'est-ce que le paradoxe et qu'est-ce qu'il fait exactement ? La réalité ne se laisse pas manipuler comme vous le souhaitez. Vous êtes capable de faire quand même énormément d'actions, mais cela entraîne le regard du paradoxe sur vous. L'humanité, et avec le consensus, ont donné place à une force naturelle, mais qui reste tout de même lié beaucoup à des aspects paranormaux et assez intrinsèques avec des sortes de gardiens de la réalité, c'est le paradoxe. Quand la magie est trop flagrante, trop évidente ou viole des règles de la réalité, somme toute basiques, le paradoxe est au courant et vous regarde directement pour ce que vous avez fait. Ainsi, après une boule de feu envoyée en plein jour et devant des témoins, le paradoxe va venir vous chercher. Cela peut faire différents effets selon les points de paradoxe que vous avez cumulés, mais cela peut passer par des chocs mentaux douloureux, des simples migraines, mais parfois des changements beaucoup plus drastiques et parfois définitifs. Vous pouvez oublier votre nom complètement et tout ce qui vous définit, changer totalement d'identité. Vous pourriez perdre un membre entier et ne plus y avoir accès même en utilisant de la magie pour vous soigner. Vous pourriez avoir vos yeux qui changent de couleur, vous pourriez avoir une maladie qui se manifeste chez vous, vous pourriez vieillir énormément. Autant d'effets divers et variés que le paradoxe vous imposera pour vous punir des conséquences de vos actes. Mais après, plus exactement, ce n'est pas tant une punition, le paradoxe, hors ces entités qui peuvent agir, n'a pas une sorte de justice morale à proprement parler. C'est un phénomène de la réalité pour pouvoir contrôler les événements. Donc elle ne vient pas là que pour vous punir, mais pour rectifier ce qui a été fait. Vous êtes arrivé, vous avez commis des actes qui ont empiété sur la réalité en manipulant une sphère, donc par exemple le temps. Il y aura donc des conséquences que le paradoxe va faire contre vous, liées à la sphère du temps, du fait que c'est le temps qui a été malmené dans votre processus. C'est ainsi que vous avez manipulé le temps pour pouvoir, par exemple, le stopper à un endroit clé, mais dans une sphère peut-être limitée, ce qui fait qu'il y a eu pas mal de témoins. Vous avez fait donc et profiter de cette occasion pour faire ce que vous souhaitiez, éliminer des ennemis, voler un objet, quoi que ce soit. Mais le paradoxe se refuse à laisser passer cela, il vient pour vous, et
à travers le temps, ou vous envoie une entité à votre cul, qui est littéralement une entité qui manipule le temps, et une entité du paradoxe qui va être là pour vous punir en conséquence, ou alors le contre-coup du paradoxe va se faire directement contre vous, et vous allez par exemple prendre 20 ans directement supplémentaires, c'est-à-dire que vous pouviez avoir peut-être, dans la trentaine, vous étiez quand même assez physique, etc., et instantanément, conséquence, vous avez 55 ans peut-être. Et parfois, dans les cas les plus drastiques, vous pouvez être envoyé dans un royaume du paradoxe, c'est-à-dire que le paradoxe vient vous chercher, il envoie une entité ou arrive à vous grab directement selon les situations, et vous envoie dans un sous-royaume se trouvant dans l'Umbra. Je ne détaillerai pas exactement tout ce qui est le détail de l'Umbra, il faut juste imaginer que c'est un autre plan de la réalité, en dehors du monde réel, et dans lequel, une fois que vous êtes envoyé, vous y êtes prisonnier. Cette prison peut prendre des formes diverses et variées, il y a autant de royaumes de paradoxes que de sphères, et autant de royaumes de paradoxes que d'événements et de conséquences qu'un mage a pu faire subir au monde. Certains mages sont enfermés depuis des dizaines, vingtaines, centaines d'années, voire milliers d'années, le temps n'ayant pas de sens dans certains des royaumes du paradoxe. D'autres, ils sont enfermés, peut-être l'histoire de quelques heures, mais ils vont vivre des événements très violents, très traumatisants, mais qui permettra au paradoxe de pallier et de vous juger pour votre hubris. C'est pour cela qu'il faut faire excessivement attention en utilisant la magie de façon vulgaire et l'utiliser majoritairement de façon coïncidentale pour limiter les effets du paradoxe, ou alors épuiser et réduire le paradoxe que vous cumulez, c'est-à-dire que vous cumulez des points dans Mage l'Ascension, et vous avez la possibilité, pour éviter de devoir en dépenser trop d'un coup, plus il y a de points, plus les conséquences sont élevées, vous en dépensez au compte-gouttes pour limiter les plus graves conséquences, mais en avoir tout de même plein de mineurs. Mais néanmoins, vous cumulez, quoi qu'il arrive, quand même du paradoxe. Il n'y a pas de monde, ou alors c'est très difficile, où vous arrivez à faire pleinement votre magie, même de façon coïncidentale, et que vous ne cumuliez jamais de paradoxe. Ou du moins, tout dépend de la situation. On a parlé tout à l'heure qu'il y avait du consensus, c'est-à-dire que l'humanité est en place, envoyer une boule de feu en pleine rue, personne ne peut le faire, lorsqu'on le voit, forcément, cela entraîne du paradoxe. Néanmoins, le consensus n'est pas stable et pareil absolument partout. Chaque culture et différents lieux ont une façon d'aborder le monde qui varie énormément. C'est pour cela que, si vous êtes dans une grande ville, le paradoxe est assez simple, c'est-à-dire tout geste et tout truc quelque peu spirituel et actes magiques vont être forcément perçus par les gens autour de vous et le paradoxe ambiant qui gère cette région de façon grave et tout simplement comme étant un événement qui n'est pas normal. Mais par exemple, si vous vous trouvez dans un autre lieu du monde, où vous êtes entouré d'une population qui a une vision du monde beaucoup plus spirituelle, que la science et les événements de Stakabila ou tout simplement les connaissances liées à ce sujet sont très limitées, cela crée un consensus qui est tout de même en place là-bas, mais qui sera moins strict, moins vulgaire. Là-bas, par exemple, si vous êtes entouré de gens qui sont très spirituels, croient énormément aux fantômes ou à des choses de ce Stakabila, vous aurez la possibilité d'exécuter certains phénomènes de vos sphères sans craindre trop de paradoxes, voire parfois aucun effet de paradoxe. Mais maintenant, comment un mage fait tout cela? Comment qu'on fait de la magie? Comment celui-ci arrive à manipuler la réalité? Quelles sont les différences entre les mages? On va voir ça. Chaque mage voit l'univers selon son propre paradigme, son propre système de croyance. Pour certains, la science est la clé de tout, même au travers des phénomènes magiques. D'autres vont croire tout simplement en l'existence et le fait que la magie soit utilisable grâce aux forces d'anciennes entités ou d'anciens dieux. C'est ainsi que tout passe par le focus. C'est pour ça qu'on peut décomposer ça en 3 choses. Le paradigme, donc le système de croyance, la pratique, c'est-à-dire comment dans ce système de croyance la magie se pratique et fonctionne, et l'instrument, c'est-à-dire par quel objet physique ou méthode vous passez pour pouvoir manipuler la réalité. On va faire quelques petits exemples rapides.
un pirate informatique qui est mage. Pour lui, son paradigme, la réalité est une simulation. Pour lui, la pratique est qu'on peut utiliser des biais informatiques pour pouvoir manipuler la réalité. Et son instrument va être des claviers, un ordinateur, une tablette, ou même un code de langage qui lui est propre et qu'il a inventé lui-même, qui lui permet ainsi de contrôler la réalité. Une personne qui est très religieuse, pour lui son paradigme est que la réalité est née et a été créée par des phénomènes liés au divin ou à des entités divines. Pour lui, la pratique, ça va être que la réalité peut être manipulée à travers tous les phénomènes qui se rapprochent du divin en question, donc des textes saints, des prières et des événements de Stakabila. Et ce mage en question religieux, lui, va passer, en termes d'instruments, par des livres saints, une Bible, et par la récitation de certains psaumes, derrière lequel il mettra un sens qui donneront lieu donc à des effets magiques. Et finalement, un musicien. Paradigme, la réalité est une chanson, est une symphonie, est une musique. Sa pratique est que, du fait que le monde est lié à la musique, il utilisait des chansons, certaines notes, certaines musiques, permet de manipuler la réalité à sa façon. Et son instrument, donc, va être, par exemple, un instrument de musique, tout simplement. Une guitare, une harpe, un piano. Mais c'est avec tous ces éléments-là qu'il va être capable de manipuler la réalité et exécuter ses sorts. Ainsi, tout cela, autant le musicien que le religieux ou que le pirate informatique vont peut-être se dire « je peux lancer une boule de feu », mais vont le faire de façon très différente. Maintenant, dans le système de jeu, comment on lance un sort ? Cela se décompose en plusieurs étapes. Premièrement, vous allez décrire l'effet que vous voulez exécuter. Donc, exemple, je veux faire tomber un panneau de signalisation rouillé sur la tête de mon poursuivant. La description est bonne, il y a moyen de rendre la chose coïncidentale du fait que le panneau est rouillé. Parfait. Deuxième étape, établir pour faire cet effet les sphères que vous souhaitez utiliser. Tout en sachant que chacune des sphères est divisée en 5 niveaux distincts, chacune permettant de manipuler la réalité à travers cette sphère de façon diverse. Par exemple, dans ce cas de figure, cela peut être force 2 ou au moins de force 2 pour pouvoir manipuler la gravité au niveau de cet objet pour faire en sorte que celle-ci fasse céder l'objet rouillé et tombe sur la personne. Ou cela peut être matière 2 à 3 pour pouvoir manipuler le dit objet et accélérer la rouille pour que celle-ci cède de façon naturelle mais tout de même accélérée. Et dans ce processus-là, il y a aussi l'entropie qui peut rentrer en jeu, que ce soit en étant greffé aux 2 autres sphères qui peuvent être utilisées, donc entropie force, entropie matière, ou parfois même l'entropie en elle-même, même si c'est un peu plus compliqué dans ce cas de figure, pour augmenter les chances que le phénomène se produise au moment voulu. Une fois les sphères définies, et si le mage les a bien à disposition dans sa fiche, ou que ce personnage le maîtrise au niveau adéquat, il va pouvoir faire son jet d'arrêt. Le compteur définit une difficulté que le jet va devoir battre, donc généralement dans ce cas de figure, la difficulté la plus classique c'est une difficulté 6. La difficulté augmente de plus 1 si jamais la personne utilise de la magie sans passer par son focus, donc c'est-à-dire il fait ça de façon spontanée mais ne passe pas à travers ses croyances, ses outils ou ses instruments de façon classique. Et la difficulté augmente encore de 1 s'il utilise plusieurs sphères à la fois. Dans ce cas de figure, ce sera, on va dire, une difficulté 7, du fait qu'il va utiliser sa sphère de matière pour pouvoir dégrader l'objet, et sa sphère d'entropie pour pouvoir faire en sorte que cela cède au moment adéquat qu'il le souhaite, pile poil au moment où il passe, et augmenter les chances que cela tombe sur son adversaire. Il prend donc autant de dés que son score en arrêt, donc par exemple s'il a 3 points d'arrêt, il prend 3 dés, il lance les 3 dés 10, et pour tout résultat égal ou supérieur à 7, ce sera une réussite. Il fait son jet, il a 2 réussites, et il réussit à faire céder le panneau qui tombe sur la personne en question, il a réussi son coup. L'effet étant coïncidental,
il évite le plus gros du coup de paradoxe qu'il va cumuler. Il peut décider de dépenser la quintessence pour tout de suite épuiser le paradoxe et éviter d'en accumuler trop, sinon il peut conserver celle-ci sur lui. De même, s'il fait les mêmes événements, mais de façon moins contrôlée, donc c'est-à-dire ne fait pas attention à ce que ce soit coïncidental, cela devient donc une magie vulgaire. De facto, il accumulera beaucoup plus de points de paradoxe, devra dépenser plus de quintessence s'il veut s'en débarrasser rapidement, ou si c'est beaucoup trop vulgaire, le paradoxe viendra le dépenser d'office, c'est-à-dire que le compteur peut décider de dire « Non, 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 t'as fait une action très grave, c'est très bien, tu as potentiellement réussi ton jet, mais tu vas avoir les conséquences de tes actions. Tu as réussi à faire, non pas céder juste un panneau sur lui, mais tu as utilisé directement des forces de la gravité pour pouvoir faire en sorte que un échafaudage pète et tombe sur sa tronche, sauf qu'il n'y avait aucun motif à ce que ça se fasse, par exemple. Cela devient vulgaire, il accumule beaucoup de paradoxes, et le paradoxe vient te chercher. C'est pour cela que la magie, et non tout cet ensemble d'éléments intéressants à manipuler, est très intéressant à contrôler en tant que joueur. Avec chacune des sphères, vous pouvez faire des combinaisons diverses et variées, les sphères allant de niveau 1 à 5, et plus le niveau est élevé, plus les effets peuvent être drastiques. Et ainsi, en les inscrivant dans votre paradigme, votre focus et tous ces éléments-là, vous êtes capable d'exécuter énormément d'effets divers et variés. Mais toujours sous la contrainte et les risques que le paradoxe vienne vous chercher. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Excusez pour l'attente de celle-ci, il y a eu quelques petits soucis pour pouvoir la mettre au point, mais dorénavant les choses vont tourner un petit peu plus rapidement. C'est pour cela que pour la prochaine vidéo, n'hésitez pas à laisser des commentaires auxquels je répondrai, je prendrai ceux de la première et de celle-ci que je répondrai à la fin. C'est l'éternel pouce bleu et abonnez-vous. Je vous souhaite une excellente soirée et pensez et réfléchissez de votre côté à quel type de mage vous aimeriez avoir dans cet univers. Avec les quelques éléments que je vous ai donnés, pensez à des paradigmes, à des éléments qui vous plairaient pour pouvoir les incarner, ou tout simplement imaginer des PNJ qui seraient dans cet univers-là. En vrai, laissez-les en commentaire, ce serait avec plaisir que je pourrais lire, et même directement vous répondre pour vous dire pas ce qui est possible ou pas, puisque techniquement tout est possible, mais tenter de voir où est-ce qu'on peut orienter tout ça, pour rendre la chose très intéressante, puisque forcément, lorsque je vous en parle ici, je parle de ceux qui sont les plus clichés ou simples à imaginer, mais il y a beaucoup de choses possibles. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et à la prochaine pour une autre vidéo sur Mage d'Ascension.